Si mes impuretés tu les enlèves, ô toi qui as surmonté toute corruption. Chapitre 98. Des rumeurs indignes. Isco arriva en calèche à Uppsala en milieu de journée. 2 étudiants en théologie, acquis à Pontanus, le conduisirent, escorté, convenait sans doute mieux, à l'Antiquitätskollegium, le collège des antiquités, créé par le grand chancelier de la Gardie quelques années plus tôt. L'un des étudiants indiqua un grand bâtiment à colonnades. Isco monta les marches et s'arrêta à mi-hauteur, se retournant vers la ville. À quoi ressemblait Uppsala lorsqu'Isaac était arrivé ici enfant? Quel âge avait-il? 10, 15 ans? Le même âge que j'avais en posant les pieds pour la première fois à Stockholm. Depuis son arrivée dans la capitale suédoise quelques jours plus tôt, Isco avait eu le temps de reprendre ses esprits. Il avait pris ses quartiers chez Ambrosius. Ce dernier avait considérablement maigri. Son teint livide n'augurait rien de bon, mais face à la mort sans doute proche, il semblait enfin affermir son caractère, là où la plupart des hommes baissaient les bras en espérant adoucir le jugement dernier. Ambrosius avait reçu sa lettre d'Amsterdam et avait pu la transmettre à Anna et faire prévenir le vieux Hérette. La rumeur avait été propagée dans les montagnes jusqu'à revenir à Stockholm comme une vérité établie. Aslak et Ayla n'étaient plus vivants, plus besoin de les poursuivre. L'évêque Karl Pontanus, suivi d'un aréopage de pasteurs parmi lesquels son secrétaire Noraeus, venait de faire son entrée dans la bibliothèque du collège. Noraeus, un homme long et maigre à la barbe courte et taillée en pointe, était aussi un fidèle. Il suffisait de voir son regard dévorer Pontanus d'une vénération inconditionnelle. Des yeux profondément enfoncés au fond des orbites où disparaissait la moindre hésitation. Pontanus avait un peu plus de 70 ans. Il jeta un regard froid à Isco. Les 2 hommes s'étaient déjà revus à Stockholm. L'un des assesseurs du collège étala sur la grande table en chêne des feuillets une partie du premier grand livre en latin de Schaefferus sur la Laponie. Le grand chancelier avait été très clair lorsqu'il en avait passé commande. L'ouvrage doit rétablir la vérité sur les Lapons. Trop de mensonges nous nuisent. Un représentant de la cour, un général inconnu d'Isco, leva la main en agitant un mouchoir. Aujourd'hui encore, les rumeurs indignes parcourent le continent. Nos armées n'auraient connu la fortune des armes sur les champs de bataille qu'avec l'aide de la sorcellerie lapone. Des fausses informations, évidemment. Jamais aucun Lapon n'a fait partie des troupes suédoises. Georg Adolf s'était incliné. Tous les témoignages rassemblés jusqu'ici confirment que les Lapons ne sont pas de nature guerrière et dépérissent dès qu'ils s'éloignent de leur montagne. Évidemment, répéta le général. Tout cela est le fruit d'une propagande inique des Allemands, comme si nos armées manquaient de bravoure ou de force. La sorcellerie, quelle bêtise, quel affront. Ces rumeurs ont connu un nouvel embrasement ces dernières années, ajouta Adolphe, avec j'en ai peur un succès encore accru. De nouveaux pamphlets, d'origine inconnue, causent un grand tort au projet de colonisation en Laponie. Bien peu de paysans ont souhaité profiter des avantages d'une installation dans ces terres. Voilà pourquoi nous sommes réunis. Un secrétaire attendait, plume en l'air. Pasteur Kingis? Mon sentiment est que les Lapons ne font plus tellement usage de leur magie. Pontanus se racla la gorge. Je veux dire qu'ils ne le font pas ouvertement, depuis que le roi a interdit l'usage des tambours. Le pasteur Kingis, un Lapon rond aux cheveux drus et à la barbe clairsemée, n'osait pas regarder Pontanus, mais son attitude trahissait sa soumission. Pontanus se racla de nouveau la gorge. Je dirais toutefois que chez beaucoup d'entre eux, le penchant pour la magie reste élevé. À ce que je sais, ils recourent à leur tour surtout pour se protéger des guet-apens, et même entre eux. Adolphe tira un feuillet devant lui. J'ai ici un témoignage sur lequel je sollicite votre avis, monseigneur.
Il provient du fils d'un pasteur que vous connaissez, Laurentius Gothus. Pontanus leva la main au ciel. Geste difficile à interpréter, sauf pour Isco. Au cours de toutes ces années, Gothus avait été un mal nécessaire, un pasteur de la pire engeance, mais un homme de main plutôt efficace. L'évêque fit signe à Adolphe de poursuivre. Ce Samuel Lorentzon, né à Silbojoc, est sonneur de cloche à Piteo. Il rapporte une histoire du village de Svartbyn, non loin de Piteo. Deux paysans voisins vivaient en désaccord permanent. L'un d'entre eux parla à une vieille laponne qui mendiait, comme tant d'autres. Il lui demanda si elle pouvait jeter un sort à son voisin en le remplissant de serpents. Il lui avait promis une généreuse récompense et la fit boire à la rendre ivre. Elle accepta, but et commença à chanter des chants magiques. Pendant ce temps, l'autre paysan commença à se sentir mal, à vomir, et cracha bientôt 10 serpents. Après ça, il fut frappé d'horribles douleurs qui finirent par lui ôter la vie. Des serpents lui sortirent alors de partout, du nez, de la bouche, des oreilles, des yeux, des blancs, des noirs, des verts, des gris, et le corps se mit à gonfler comme un tambour. Le récit secouait tout le monde. Seul Pontanus ne sciait pas. Ces descriptions font son affaire, se dit Isco. Adolphe se tourna vers l'évêque. Monseigneur, cette histoire est troublante, car très proche d'un de ces pamphlets de propagande d'origine douteuse. Vous qui avez foulé ces terres dans l'accomplissement de votre sacerdoce passé, ce témoignage vous paraît-il crédible? Karl Pontanus se redressa sur son siège, prit l'air pensif, mais Isco savait que cet air n'était que comédie. Hélas, nous ne savons que trop que le diable est à l'œuvre, et le culte qu'il voue à leurs dieux de bois, à leurs déesses Saraka et les autres, leur adoration des idoles, cette perversion de l'esprit, ces offrandes, ces sortilèges, toutes ces pratiques qui semblent sorties tout droit de l'esprit d'un papiste. Adolphe écoutait poliment. Depuis tant d'années, nous envoyons des pasteurs en Laponie. Et pour quel résultat? À croire que des forces obscures s'échinent à défaire les fondations d'un avenir meilleur. Mais mon expérience est bien légère en regard de celle de M. d'Etcheverry. Je me demande si lui-même a entendu ou a pu être témoin de telles scènes au cours de ses très longues et très répétées expéditions en Laponie. Pontanus regardait Isco, l'air aussi sincère que possible. Si je te perçais le cœur, il en sortirait plus de serpents que tous les sorciers de la terre ne seraient capables d'en créer, pensa Isco. Pontanus voulait le piéger. S'il racontait avoir assisté à des séances de Neudy, ce que nul Suédois n'avait fait, les foudres du ciel s'abattraient sur lui. Monseigneur a raison. Karl Pontanus ne peut retenir un air étonné, qu'il sut transformer en marque d'intérêt. On m'a rapporté de nombreuses pratiques magiques, mais la plus grande méfiance m'a toujours écarté de ces sorciers. Il m'a été donné une fois, par le plus grand des hasards, à mon corps défendant, si je puis dire, d'assister à ce qui s'approchait d'une telle pratique. Je réalisai des relevés pour établir la carte d'une voie d'acheminement du minerai entre deux relais, accompagné de mon guide lapon, un homme simple qui connaissait son catéchisme et avait entendu la parole de l'Évangile. Ce jour-là, une terrible tempête de neige paralysait la montagne, et nous n'eûmes d'autre choix que de chercher refuge dans une tente que nous avions aperçue au loin, avant que le ciel ne se voile. Isco avançait sur des charbons ardents. Il sentait Pontanus aux aguets. Un homme seul habitait cet abri, d'une saleté repoussante. L'homme présentait tous les attributs d'un sorcier, avec une mine noiraude, un regard fourbe, des oreilles pointues et un front si étroit que je me dis aussitôt qu'il n'y avait place que pour le diable. L'assistance buvait les paroles d'Isco. L'homme de plume noircissait ses feuillets. Adolphe retenait son souffle. Pontanus, montant sur ses mains croisées, conservait son masque. Devinait-il qu'Isco inventait cette rencontre? L'homme assura être capable de voyager chez les morts, de trouver des objets perdus, de lire dans les pensées secrètes des vivants et de commettre les plus étranges actions avec l'aide de son esprit voyageur et de bonnes gorgées d'eau-de-vie.
Lorsque mon guide me confirma que l'homme était un sorcier, je surmontai mon premier réflexe, finis par rester. Autour de la table, on acquiesçait. Monsieur d'Etcheverry s'est dévoué pour ses prochains en s'exposant au danger. Quelle âme admirable, apprécia Adolphe, provoquant l'approbation générale. Pour en avoir le cœur net, je lui demandai de me rapporter des nouvelles de mon cher ami Carmelo Mendoza. Le sorcier réclama de l'eau-de-vie pour égayer le voyage qui promettait d'être interminable, car son esprit chagrin rechignait à entamer de trop longs déplacements. Il eut son eau-de-vie, frappa son tambour d'un marteau en os de renne, finit par entrer en une sorte de transe qui ressemblait à ce que décrivait le pasteur Kingis jusqu'à ce qu'il s'écroule. Il resta ainsi des heures avant de se réveiller, visage hagard, les yeux tout tourneboulés, la langue pendante. Il reprit visage humain, si l'on peut dire, et raconta, la mine défaite, que Carmelo était mort. Adolphe et les autres étaient suspendus aux lèvres d'Isco. Même Pontanus s'y laissait prendre. Imaginez mon trouble, car mon ami Carmelo venait de mourir, et mon guide l'ignorait. Il n'avait pas pu, par une quelconque adresse, prévenir cet homme. Des murmures envahirent la pièce. « Passionnant, passionnant !» s'exclama Adolphe. « C'est certes moins spectaculaire que les serpents, souligna Pontanus, mais voilà qui confirme combien le malin, que le serpent soit visible ou invisible, grouille dans les entrailles de ces êtres des montagnes. » Toutefois, reprit Isco quand le silence fut revenu, je me fis la réflexion que la réponse du sorcier pouvait être le fruit du hasard. Isco put lire la déception sur les visages autour de lui. Après tout, il avait une chance sur deux de se tromper. Je décidai donc de lui poser un autre problème. Je lui demandai donc de me dire. Isco porta son regard sur Pontanus. Qui avait tué un homme presque sous mes yeux quand j'étais jeune, et qui avait commandité ce crime? Cette fois-ci, le hasard ne pouvait pas lui venir en aide. Le plus grand silence régnait dans la pièce. Pontanus fixait Isco d'un air froid. Le sorcier réclama de nouveau de l'eau-de-vie en grande quantité pour que son esprit ait la force de voyager si loin dans le temps. Et il usa encore de son tambour, entrant dans une danse folle, sautant, criant, buvant, frappant jusqu'à s'écrouler. Il resta plus d'une heure ainsi, 2 peut-être. Nous n'osions bouger, puis il s'anima enfin. J'étais impatient, car ce crime odieux, qui à mes yeux devait être guidé par le diable lui-même, me hante depuis ma jeunesse. Pontanus se renfonça dans son siège, nerveux. Isco garda le silence, un long moment. Le sorcier a secoué la tête et racontait que son esprit voyageur, hélas, avait pris peur et rebroussé chemin. Après cela, il n'a plus voulu nous parler, s'est écroulé de nouveau et a dormi jusqu'au moment où nous sommes partis le lendemain matin, une fois la tempête passée. Votre récit est passionnant, monsieur, et nous louons votre audace d'avoir su ainsi vous approcher du diable, au risque d'y perdre votre entendement, remercia Adolphe. Ce que je veux dire avec ce récit, monsieur, c'est qu'il semble excessif de qualifier un tel homme de sorcier. J'y vois plutôt un malheureux qui avait trouvé là un moyen commode de se faire offrir de fortes quantités d'eau-de-vie. Laissez donc aux spécialistes le soin d'en juger, coupa Pontanus, qui retrouvait sa posture. Seriez-vous plutôt prêt, pour les besoins de l'ouvrage savant de monsieur Adolphe, à indiquer l'emplacement des lieux d'offrandes païens dont vous avez dû avoir connaissance, et pourquoi pas de ce sorcier, une mission dont le roi vous a déjà chargé par le passé. Ce sorcier est mort, sans descendance. J'espère que vous dites vrai, et qu'il ne vous viendrait pas à l'idée de le protéger. Et pourquoi protégerais-je un sorcier? On évoque, monsieur d'Etcheverry, votre proximité avec un certain Noailly de fâcheuse réputation. Je ne connais que la proximité avec mon roi et mon seigneur. Les 2 hommes s'affrontaient du regard. Adolphe toussa poliment. Isco et Pontanus se tournèrent vers lui. Difficile en tout cas de nier que ces lapons ont des pouvoirs magiques, avança Adolphe. Voilà la juste conclusion.
apprécia Pontanus. Ces Lapons sont des sorciers, ou prétendent l'être, ce qui revient au même. Voilà pourquoi la décision récente du roi est la seule acceptable. Il est temps de mettre au pas la religion lapone.